Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission L'Entretien du dimanche. Chaque année, le mois de mai est consacré à la liberté de presse. Cette année encore, les journalistes ont marqué de leur empreinte cette journée à travers plusieurs événements. Mais sur Eden TV et Diaspora FM, notamment sur l'émission L'Entretien du dimanche, nous avons décidé de marquer une pause pour faire le bilan de la presse béninoise hier, aujourd'hui et demain. Pour cet exercice ô combien important, nous avons sollicité l'éclairage d'un journaliste. Il s'appelle Vianney Hassani, il est consultant en formation des professionnels et développement des médias, diplômé de l'école de journalisme de Strasbourg. Il est aussi fondateur et directeur de l'agence de presse audiovisuelle Belting Pro de Paris et président du TikTok e-Media. Eh bien, celui que nous recevons est donc un professionnel du milieu. Il saura évidemment parler de notre profession. Il a travaillé dans plusieurs médias ici et ailleurs. Il est aussi éditorialiste au Déchaîné du jeudi. Monsieur Vianney Hassani, bonjour. Bonjour, donc Amabalo. Vous êtes notre invité ce dimanche pour faire le point de la presse hier, aujourd'hui et demain. Ça va être un exercice auquel on va s'adonner. Mais en commençant par une question principale pour nous. Fait-il bon vivre aujourd'hui d'être journaliste au Bénin? Merci d'abord, cher donc Amabalo, de m'avoir invité à cette émission. C'est vrai que nous sommes au lendemain du 3 mai, où nous célébrons annuellement la Journée internationale de la liberté de la presse. Et donc, oui. Effectivement, c'est intéressant de marquer cette pause. Et j'en profite d'ailleurs pour vous féliciter, pour souligner l'intérêt de l'émission que vous animez depuis environ un peu plus d'un an maintenant, et qui participe à donner davantage de contenu, à apporter forte pierre à la touche des contenus donc de la production audiovisuelle au Bénin. Donc je voulais vous en féliciter et vous remercier du fait de profiter de l'opportunité de ce 3 mai pour faire un point sur l'histoire de la presse, le quotidien de la presse au Bénin et l'avenir de la presse, donc de l'écosystème des médias au Bénin. Cela est d'autant plus intéressant et important que la question que vous posez d'entame est pertinente, puisque si vous la posez, c'est bien entendu parce qu'il y a des interrogations à se faire. Absolument, il y a beaucoup d'interrogations d'ailleurs. Effectivement, donc je dirais, je répondrai d'emblée non. Je répondrai malheureusement d'emblée non. Il ne fait pas bon vivre d'être journaliste au Bénin, parce que c'est une profession qui, alors qu'elle a fait partie, je dirais, de l'excellence de l'intelligentsia béninoise pendant des lustres, a été on va dire, descendu de son piédestal, vilipendé. Donc voilà, c'est une profession qui aujourd'hui, malheureusement, n'a plus tout son mérite. Et moi, l'intérêt de la réflexion et du combat que je mène depuis quelques années maintenant, c'est justement de faire en sorte que cette profession puisse davantage retrouver ses lettres de noblesse. Oui, mais vous dites qu'il ne fait pas bon vivre d'être journaliste au Bénin. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou bien c'est aujourd'hui que c'est comme ça? Hier, nos aînés qui pratiquaient ce métier, arrivait-il à en vivre vraiment? Je dirais qu'il y a eu par le passé 2 ou 3 phases importantes. Il y a eu bien sûr la phase de la période précoloniale et post-coloniale où nous avons eu vraiment une intelligentsia comme avec des journalistes de référence comme Louis Oncarin, Paulin Joachim, Géraldine Faladé, qui ont été des ambassadeurs du journalisme béninois à l'international. Jérôme Carlos, par exemple. Donc, à cette époque, le journalisme était encore un métier noble, où, même si ce n'est pas un métier qui permettait de s'enrichir, c'était un métier qui pouvait permettre de gagner sa vie dignement. Où on entrait dans le métier en étant sélectionné sur la base de l'excellence, où il y avait un écosystème, un modèle économique, bien sûr, naissant sur les références donc de l'État colonisateur qui était donc le modèle de référence, donc à savoir la France. Et bien entendu, comme un banquier, comme un ingénieur agronome, le journaliste à l'époque pouvait vivre de son métier. Mais notre pays a connu malheureusement, ou heureusement, en tout cas malheureusement pour l'histoire du journalisme, une période qui a été celle de la Révolution où donc, la liberté. Dire que au cours de la Révolution, la liberté a totalement disparu. Le journalisme n'était plus un métier qui attirait. D'accord. Donc les quelques-uns
qui avaient été formés et qui exerçaient ce métier l'exerçaient dans des conditions particulières. Il n'y avait pas un réel épanouissement. Et certains sont partis, comme Jérôme Carlos, certains sont restés, Thomas Meillansan et autres, mais ne l'ont pas. Ils pouvaient gagner leur vie, Maurice Thiaby et autres, ils pouvaient gagner leur vie. Mais le métier n'était pas exercé dans un total épanouissement. À cause du régime. Ce qui fait qu'il n'a pas attiré. Il n'a pas attiré beaucoup d'autres personnes au cours de cette période-là. Donc, si vous voulez, la spécificité béninoise de quartier latin qui faisait que il y avait des auteurs, des écrivains, des chroniqueurs, des écrivains comme Olympe Benikenom et autres. Il y avait une intelligentsia, donc dont les journalistes participaient aussi, avec des gens comme Louis Roucarin, Olé Joachim et tout ça. Ça s'est éteint plus ou moins pendant une longue période. Le métier n'a plus attiré. Et puis après, il y a eu la phase de la démocratie, la conférence nationale, où il y a eu une éclosion, mais la sélection pour l'entrée dans le métier n'était plus ce que cela devait être, et donc ça a entraîné à la fois des talents mais aussi beaucoup de dérives, et dont nous subissons les conséquences jusqu'à présent. Alors implicitement, vous avez retracé en quelques minutes seulement l'évolution de l'écosystème médiatique au Bénin, mais si votre constat reste le même depuis jusqu'à maintenant, ça veut dire que quelque part certains ont échoué, certainement, parce que si rien n'a changé, si de l'époque de la colonisation à la révolution et jusqu'à la démocratie maintenant, vous dites que on ne peut pas vivre du métier, donc quelque part nos aînés ont échoué. Bon, c'est vrai qu'on était dans une dynamique qui quelque part a été freinée, et au fur et à mesure du temps, malheureusement, il n'y a pas eu une vision, une organisation, une orchestration qui pouvait permettre de projeter le journalisme dans l'avenir, en tant que pendant aussi de la réalité, de développement et de l'épanouissement d'une société. Donc, oui, à un moment donné, la vision, les actions qui devaient être faites n'ont malheureusement pas été faites. Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes un pays pauvre, comme beaucoup de pays en Afrique. Le journalisme, dans ses difficultés au Bénin, n'est pas forcément une spécificité béninoise. Il y a beaucoup de pays en Afrique aussi où le journalisme connaît cet art. Oui, il y a Monsieur Sani, quel est le rapport entre la pauvreté et le journalisme? Oui, c'est-à-dire que pour moi, et c'est ça aussi le défi de l'avenir, c'est-à-dire que le journalisme et l'écosystème médiatique est le reflet de l'état d'avancement, de l'état de développement d'une nation. C'est pourquoi dans le contexte aujourd'hui où on estime être dans une dynamique réformatrice, dans un régime réformateur, où effectivement le pays est en construction, le pays est en chantier, on voit des choses qui se font. Moi, j'estime qu'on n'aura pas le plein épanouissement. Nous ne pouvons pas avoir le plein épanouissement des réformes en cours dans le Bénin d'aujourd'hui, dans la rupture d'aujourd'hui, si le journalisme ne bénéficie pas non plus des réformes qui puissent permettre d'aboutir à un écosystème cohérent, solide, avec un modèle économique et des journalistes qui vivent en tout cas, des professionnels de journalisme qui vivent dans un épanouissement total. Donc vous pensez qu'il faut réformer le secteur de la presse au Bénin? Absolument, c'est une nécessité absolue. Qu'exigent même les ambitions que le pays aujourd'hui met en avant, que le leadership aujourd'hui national, en tout cas le régime en place aujourd'hui met en avant un certain nombre d'ambitions pour le pays, et ça se voit. Il y a un pays qui est en construction, qui est en chantier. J'estime que nous sommes dans le cadre de chef d'État, de régime qui est bâtisseur, mais et qui a de l'ambition pour le pays, ça se voit. Mais je pense que cette ambition, cette volonté de rupture et de réforme, cet ADN réformateur du régime actuel ne pourra pas acté dans son plein épanouissement si l'écosystème des médias n'est pas aussi réformé pour bénéficier de la même ambition, parce que l'écosystème des médias qui accompagne le récit national dans chaque nation est effectivement le pendant, le reflet de l'état d'esprit national, de l'état de développement d'un pays. C'est pour ça que je dis que effectivement, du fait que nous soyons un pays pauvre comme le Togo, le Niger et autres, l'écosystème médiatique souffre d'un certain nombre d'insuffisances, parce que de la même manière que
que nous n'avons pas forcément des routes à 4 voies où chacun va dans un sens et les autres viennent dans l'autre sens en face, où on ne se croise pas. Et de la même façon que nous n'avons pas ça aujourd'hui dans nos pays, en tout cas pour la plupart de nos pays, on ne peut pas avoir encore un journalisme de haut niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des talents de haut niveau. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de talents qui vivent aujourd'hui une certaine frustration parce que n'arrivant pas à éclore ou à s'épanouir. On va parler justement de ça, monsieur Hassani, mais on parle de réforme. Le gouvernement également parle de réforme. Le chef de l'État l'a dit clairement. Il a même commencé certaines démarches et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a même entrepris de rencontrer des professionnels de médias pour qu'il y ait des propositions de réforme. Alors, quel type de réforme doit-on faire aujourd'hui dans le milieu de la presse pour permettre, faciliter son éclosion? Alors, moi, j'en ai parlé dans un certain nombre de publications que j'ai eu à faire au cours de ces 2-3 dernières années. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on aboutisse à un modèle de société, à un écosystème médiatique où des réformes qui seront mises en œuvre seront appuyées sur 3 piliers. Lesquels? Le premier pilier, c'est l'excellence dans l'exercice de la profession. Ce qui veut dire que déjà de la sélection des entrants, des candidats à ce métier-là, à partir du bac, ou bac plus 3 ou autre, il faut un certain nombre de critères, de talents, de compétences, voilà. Et deuxièmement, il faut une indépendance éditoriale et économique des médias. C'est-à-dire qu'il faut des médias puissants, forts, qui n'ont pas forcément besoin de l'aide de l'État pour s'épanouir. On n'a pas besoin d'une 50aine de journaux dans un pays. Si vous prenez un pays comme la France, il y a 3-4 grands quotidiens nationaux. Mais on dira que vous voulez restreindre la liberté. Non, justement. C'est-à-dire que la liberté ne peut s'exprimer de façon excellente que lorsqu'elle s'exprime dans de très bonnes conditions. Vous voyez, aujourd'hui, quelle liberté les 50 médias en ligne ou autres ont, parce que dans la mesure où ces médias n'ont pas les moyens de pouvoir faire de bonnes productions, de pouvoir faire un travail à la hauteur parfois même des talents qui sont dans ces médias-là. Bien sûr que le journalisme, malheureusement, et c'est aussi une des tares de l'évolution de cette profession qui au départ était une profession d'élite dans le pays avec des gens que je vais citer, donc Louis Roucaret, Paul Joachim, Jérôme Carlos et d'autres. Le Bénin a été un pays d'élite, d'intelligentsia, le quartier latin. Dans la diaspora béninoise, nous avons eu des journalistes de référence. Vous savez, il y a 3 pays dont les intellectuels sont remarquables dans la diaspora africaine dans le monde. Avec au départ la France et puis les États-Unis et autres. Il y a le Sénégal, le Cameroun et le Bénin. Le Bénin, le Cameroun et le Sénégal sont les 3 pays dont, au sein de la diaspora, l'intelligentsia est remarquable. Et parmi les métiers qui sont des métiers ambassadeurs de chaque pays, il y a bien sûr les écrivains, mais aussi les journalistes. Et donc, dans le journalisme panafricain, si vous voulez, les Béninois ont toujours été remarquables. Vous prenez des gens comme Francis Patiné, de Jeune Afrique. Richard Alain Bossou. Voilà, Richard Alain Bossou. Non, c'est avant Richard Alain Bossou, au même moment que Richard Alain Bossou, il y a surtout Sylvestre Ménico. Sylvestre Ménico, qui a été le directeur Afrique de la BBC pendant longtemps, et qui, moi, a été mon inspirateur au niveau du journalisme en 87. C'est-à-dire que j'étais élève en classe de première au CEG Bégamin. J'avais un professeur de philo, j'avais 17 ans, on était en 85. Il y avait un professeur de philo qui était étudiant en école normale supérieure, qui s'appelait Sylvestre Ménico, ou qui s'appelle Sylvestre Ménico, et qui était professeur de philo, alors qu'il était à l'ENS, 3e année, il venait donner des cours au CG Bégamin. Et dans la deuxième dans la deuxième classe, il y avait un autre professeur de philo, qui était aussi étudiant, qui était le binôme de Sylvestre Ménico, qui s'appelle Lazare Serputon, dont on connaît la carrière, qui a fait une thèse ensuite. Et donc, ce sont moi, ces 2 personnes-là, qui, comme aînés, m'avaient inspiré parce que Sylvestre Ménico enseignait la philo, étant étudiant à l'école normale supérieure, philo, mais il était aussi journaliste à l'ORTB, à la Radio Nationale, avec une super voix, quelqu'un de très intelligent, de très brillant, et qui est ensuite parti au CESTI, major de promotion, a été recruté par la BBC. Donc il y a des noms comme ça qui ont été des ambassadeurs du journalisme béninois dans le monde. Francis Patiné, voilà, Sylvestre Ménico, Souley Isiaka, bien d'autres. Mais au fur et à mesure des années, malheureusement, la profession a été travestie, est devenue une profession refuge des gens qui parfois n'avaient pas d'autres possibilités de réussir ailleurs. Du fait de la liberté d'expression,
profession, qui fait que c'est une profession qui accueille. D'accord. C'est une profession qui accueille. La loi du 29 juillet 1881, qui a instauré la liberté d'expression sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, permet à n'importe qui de pouvoir s'exprimer. Donc c'est sur cette base que le métier a été créé, mais malheureusement c'est devenu un métier refuge qui a fait que l'intelligentsia et l'élitisme qui devait être la caractéristique de ce métier a été voilà, s'est effrité. Et si nous voulons rebâtir un avenir pour ce métier, il faut revenir donc à cette excellence, à l'indépendance économique et éditoriale et à l'épanouissement. Donc le troisième pilier, c'est l'épanouissement économique et social des professionnels des médias, donc des journalistes et des techniciens. C'est vraiment l'enjeu pour l'avenir. Et mais on va revenir sur le premier pilier. Vianney Hassani, vous parlez d'excellence. Nous savons que vous êtes chargé de cours par ailleurs. Vous suivez le cursus de certains jeunes qui décident de faire du journalisme en votre âme et conscience. Est-ce que vous avez le sentiment que on peut compter sur ces jeunes? Est-ce que vous avez le sentiment que ces écoles nous proposent des profils excellents pour le métier? Oui et non. Oui et non. Malheureusement, oui et non. Heureusement, oui, mais malheureusement, non aussi, parce que la sélection n'est pas aussi radicale. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'écosystème qui est informel. Nous sommes dans un journalisme informel. C'est des écoles. C'est la faute à l'écosystème parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles pour recruter dans les écoles de journalisme. Parce que l'un des fondements de l'avenir de cette profession et des réformes dont nous parlons aussi, c'est de pouvoir enfin élaborer une loi sur le statut du journaliste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un cours de l'information, il y a la loi sur la liberté d'expression, donc que nous héritons de l'État colonial, de la même façon que la loi 1901 sur la liberté d'association. Mais il n'y a pas une loi sur le statut du journaliste, le statut du professionnel des médias aujourd'hui digne de ce nom. Ce qui fait que même la carte de presse, qui est considérée comme l'attribut qui valide la qualité de professionnel, est établie par une haute autorité, alors qu'en principe... Il ne l'établit même pas. Oui, en réalité, il y a un problème à ce niveau. Oui, il y a un débat, il y a une polémique sur la non-délivrance de la carte de presse depuis 1 an que les dossiers ont été déposés. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est parce que justement, nous sommes dans un système informel. Le journalisme au Bénin, depuis plusieurs années, ou en tout cas pratiquement, je dirais depuis toujours, a été mise en œuvre dans un contexte informel. Il faut le formaliser à travers donc justement une ambition, une vision qui repose sur ces 3 piliers. Mais l'un des actes fondateurs de cette réforme, de cette démarche, c'est l'élaboration enfin d'une loi sur le statut du journalisme. C'est ça qui permettra de définir comment on entre dans la profession, sur la base donc de l'excellence dont je parlais, donc des critères de qualité, et bien sûr comment on l'exerce et comment on en sort. Et on l'exerce dans des conditions où on est dans une entreprise de presse qui est digne de ce nom, qui peut bénéficier donc de statut et de la qualité d'entreprise de presse, parce que c'est une entreprise qui garantit l'indépendance économique et éditoriale de l'organe, d'accord. L'indépendance, bien sûr qu'il n'y a jamais d'indépendance parfaite. Il y a des polémiques en France sur CNews ou au TF1 qui appartient on allait faire un débat justement, parce que quand vous parlez d'indépendance... Ce sont des débats de riches. Moi, ce sont des débats de riches. Il faut régler les problèmes de base. C'est-à-dire que le PDG de CNews ou de Bouygues ne pourra pas prendre la plume de chaque journaliste pour faire les reportages. Et le journaliste, voilà. Après, bien sûr, il y a des influences plus ou moins réelles. Mais le journaliste, d'abord de TF1 ou de CNews, il est bien formé. Il gagne parce qu'il a été sélectionné sur la base d'un parcours de cursus universitaire digne de ce nom. Il gagne bien sa vie, il peut se payer des vacances avec ses enfants, il peut faire un peu pour acheter sa voiture et se construire sa maison, etc. Mais on en est loin. À partir du moment où on va régler ces problèmes, on pourra parler ensuite de est-ce qu'il y a des dépendances réelles ou pas. Beaucoup de talents existent dans le pays. Donc pour en venir à votre question, la sélection, la formation, la sélection, parce que vous continuez à former des étudiants. J'en fais moins parce que j'ai un problème de conscience. Si je me bats, c'est justement pour que ceux que j'ai contribué à former et que je vois aujourd'hui, j'étais encore en tournée la semaine dernière avec la Fondation Valais sur les bourses d'excellence que cette fondation délivre au Bénin, aux meilleurs béninois du CP, du BBC et du bac. Et donc j'ai fait une escale
à l'UATB Parakou, j'ai vu certains de mes anciens étudiants de l'ISMA qui sont là, c'est ma fierté. Mais, et donc, si je me bats, c'est pour que ceux-là ne regrettent pas d'avoir choisi ce métier. Mais quand vous en formez moins, ça veut dire que vous vous avez démissionné aussi, vous êtes déçu, découragé. Oui, parce que pour moi, il faut changer l'environnement pour continuer à former. Parce que ces jeunes qui sont formés ne trouvent pas tous du travail ou ne trouvent pas du travail dans des entreprises qui arrivent à leur permettre de vivre décemment de leur métier. Et donc, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Il y a des frustrations pour ceux qui ont du talent. Il faudrait pas que le métier demeure un métier refuge. Il faudrait pas que le métier demeure un métier dans lequel on va parce que on n'a pas d'autres vocations ou on n'a pas la possibilité de réussir ailleurs. Mais il faudrait pas non plus que ceux qui ont un réel talent, qui ont des capacités de l'exercer, puissent rester frustrés. Comme dans certains artistes, par exemple, dans le milieu donc de l'art, il y a une artiste, Cécimé, qui a déclaré il y a pas longtemps que elle regrette d'être béninoise. Ouais. Il faudrait pas que les journalistes béninois qui ont du talent regrettent aussi d'être béninois. Le fait de dire ça, ce n'est pas qu'on manque de patriotisme. Cécimé ne manque pas de patriotisme lorsqu'elle parle du fait de regretter parfois d'être béninoise parce que elle ne trouve pas l'accompagnement, l'environnement qui puisse lui permettre d'aller au bout de son talent, au bout de ses capacités. Mais c'est quoi le talent? Le talent, c'est le travail. Bien sûr, il y a une base, il y a un génie, il y a des prédispositions, il y a des prédispositions et ensuite c'est le travail. Mais on peut travailler avec des chances de réussir lorsqu'on est dans un environnement qui vous accompagne, lorsqu'on n'a pas faim, par exemple. Je ne vois pas comment on peut créer à longueur de journée ou écrire à longueur de journée lorsque on ne sait pas ce qu'on va manger ensuite le soir. Il y a, oui, c'est vrai, des écrivains qui ont produit dans la précarité. Mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est de pouvoir produire en ayant un minimum d'insouciance, si vous voulez. C'est ça qui facilite la créativité. Et donc, il faudrait pas que des journalistes qui ont du talent regrettent d'être aussi... Parce qu'il y a par exemple des pays où on n'imagine pas le ministre de la Communication que ne soit pas un homme de communication, un homme de médias. Il y a des pays où on n'imagine pas que le président de la haute autorité de l'audiovisuel ne soit pas un journaliste. Vous pensez qu'on doit faire des réformes à ce niveau aussi? Ah ben bien entendu. Mais ça, ce n'est pas forcément la faute je dirais de la classe politique. C'est malheureusement l'évolution aussi du métier qui a fait que, comme un homme politique l'a dit dans un autre domaine, je m'amuse souvent à le paraphraser dans le domaine du journalisme en disant que le journalisme a été descendu de son piédestal. C'est parce que aussi notre métier a été descendu de son piédestal que malheureusement le pouvoir politique ne donne plus toute la considération qu'il faut à ce métier pour mettre les gens d'expérience de ce métier aux places qu'il faut. Le premier président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, par exemple René Dossan, en 1994, moi j'ai eu la chance de participer au vote de cette première mandature au départ parce que bien sûr j'ai fait ensuite un parcours en Europe, mais j'ai démarré ici au Bénin en étant étudiant en 87. En deuxième année d'université, je vous ai parlé de Sylvestre Ménicon, donc en classe de première, du fait de son inspiration qui m'a touché. Moi, j'ai ensuite décidé de faire de la philosophie à l'université et aussi du journalisme. Donc en 87, nous étions en pleine période révolutionnaire. La Gazette du Golfe a été autorisée par le président Kérékou ainsi que Tam Tam Express. Troisième numéro de la Gazette du Golfe, le rédacteur en chef officieux, un certain Sylvestre Ménicon, j'ai envoyé mon premier article, j'avais 18 ans. Je suis de la génération d'autres qui sont venus, comme Charles Tocor, Édouard Loco. Cette émission, je l'avais aussi en hommage à un certain nombre de noms qui ont fait le parcours et qui ont fait l'histoire du journalisme dans notre pays d'hier à aujourd'hui et aussi pour demain. C'est pour ça que j'ai cité Louis Roucanrin, j'ai cité Paul Joachim, Géraldine Faladé, mais je cite aussi pour ma génération des gens comme même Joseph Jobenou, avec qui nous avons débarré le journalisme et qui ensuite l'a laissé pour le barreau parce que davantage c'est plus intéressant. Il est devenu ministre, président de la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres. Il y a Emmanuel Adjovi qui est aujourd'hui directeur de l'OIF en Amérique latine. Charles Atulmoumouni qui est professeur au Canada. Donc ces talents abandonnent le journalisme parce que pour revenir à votre question fondamentale de départ, c'est un métier qui malheureusement ne nourrit pas. Il faut que ça change. Et les journalistes de demain dont je parle, ceux que j'ai contribué à former, moi je me bats justement pour qu'ils ne regrettent pas d'avoir choisi ce métier. Vous battez, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que là, le tableau que vous êtes en train de peindre de ce métier, il est totalement sombre. Quand on vous écoute,
On n'a pas le sentiment que l'espoir est permis. L'espoir a commencé pour moi à être permis à partir du moment où j'ai lu les thèmes de référence du projet de société du président Patrice Talon pour sa réélection en 2021, Oui. où j'ai vu des éléments de langage, j'ai vu des thèmes de référence qui sont très prometteurs pour Oui, l'avenir. C'est là où je me suis dit, Oui. c'est là où je me suis dit, s'il il a une équipe, il a un staff, où il a sollicité des experts à l'international ou autre, ou au plan national, et accompagné aussi de ceux qui connaissent le terrain pour élaborer ça, eh bien, il faut qu'on fasse tout pour que ça soit mis en œuvre. Et quand j'ai commencé à défendre des Mais idées... ça fait 7 ans. Non, Ça fait non, 7 ans. surtout 3 ans, parce que quand il est venu en 2016, Ouais. il n'avait pas Même tellement en 2016, évoqué... 2016, surtout en il a 2021. fait le poids de l'état de la presse. Il a proposé également des solutions. Oui, Donc, oui, oui, mais je vais- 2016, 2023, ça Je vais fait y 7 venir. ans. Oui. En 2016, le président Talon est arrivé dans un contexte un peu particulier. Tout était prioritaire. Et dans son projet de société de l'époque, bien sûr, il y a eu des éléments concernant la presse, Ouais. mais c'était pas assez fourni. Moi, je vous parle de 2021, c'est-à-dire le projet de société du duo Talon-Talata. Vous pouvez encore aller le chercher. Franchement, moi, en tant que spécialiste de la question et en tant que chercheur, j'ai poussé ma curiosité à aller voir. J'ai trouvé des thèmes de référence qui sont dans l'esprit de ce que je vous dis là, c'est-à-dire l'excellence, l'indépendance économique et sociale des entreprises de presse et l'épanouissement. Et donc j'ai commencé moi à défendre ces idées-là. Vous m'avez demandé ce que je fais, mais c'est de défendre des idées, c'est de vulgariser, c'est de dire c'est possible. Beaucoup de gens n'y croyaient pas parce que beaucoup se disent mais finalement si la presse est excellente, ça arrange qui? La presse, lorsqu'elle est médiocre, ça facilite, je dirais, la manipulation. Et tout pouvoir politique, malgré ça, en dépit de sa bonne volonté, peut aussi avoir une certaine frilosité à organiser l'avenir des médias. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a un gain politique. Vous ne pouvez pas être réformateur et bâtir un pays si vous ne bâtissez pas son écosystème médiatique. Parce que c'est cet écosystème médiatique qui va raconter le récit national de ce que vous avez fait avec de l'authenticité. Mais quel intérêt la politique quand il a favorisé une presse libre et indépendante c'est l'intérêt de l'avenir, c'est l'intérêt de marquer l'histoire. Oui, parce que la politique, ce n'est pas du coup par coup, ce n'est pas que du coup par coup, ce n'est pas que du quotidien. C'est la perspective, c'est la prospective. Et le gain mais politique... la presse libre n'arrange pas la politique. Non, mais la presse, elle n'est pas là que pour dénoncer. La presse, elle est là pour accompagner aussi la construction. C'est vrai qu'Albert Londres dit que le rôle du journaliste, c'est de remuer la plume dans la plaie, bien sûr. Mais ce n'est pas que ça. Un journaliste a aussi, je dirais, est aussi dépositaire du récit national positif. Bien sûr que son devoir, c'est de dénoncer. Mais c'est dénoncer pour bâtir. Je n'ai pas dénoncé pour faire mal. Donc, moi, je dis qu'on ne peut pas faire des réformes si on ne bâtit pas l'écosystème qui va permettre de faire le récit de ces réformes-là. Et donc, c'est le défi que moi, je me suis dit qu'il était possible de relever en diffusant des idées, en vulgarisant, en écrivant des articles, en faisant des conférences, ce que j'ai fait, beaucoup n'y croyaient pas. Mais lorsque le 12 janvier dernier, le président Patrice Talon, à l'occasion des vœux aux institutions, a publiquement dit qu'il mandatait la haute autorité de l'audiovisuel pour faire ces réformes. Je me suis dit, mais banco, voilà, en fait, les gens vont pouvoir croire que c'est possible. Est-ce que c'est la HAC qui doit faire ce type de réforme? Il faut, je pense que la HAC fasse recours. Il faut que la HAC fasse recours à toutes les expertises possibles au niveau national comme international pour bâtir cet environnement que nous appelons de nos voeux. Et au-delà des 3 piliers dont je vous ai parlé, et ensuite de la loi sur le statut de la presse qui va définir donc comment on entre, comment on exerce et comment on sort de ce métier, il y a, je dirais, un préalable important qui doit permettre de bâtir cet environnement, c'est le code de la publicité. Le modèle, donc ça suppose donc un modèle économique. Il ne peut pas y avoir un environnement réformé sans modèle économique des médias. Et le modèle économique, ça passe par la publicité, parce que la source nourricière des médias, surtout privés, puisque dans un environnement médiatique libre, la plupart des médias sont des médias privés. Il y a bien sûr les médias de service public qui sont, je dis, subventionnés par l'État, ce qui n'empêche pas l'État non plus d'accorder des avantages fiscaux aux médias privés. Mais la source nourricière essentielle de l'écosystème médiatique, donc du modèle économique des médias, c'est la publicité, c'est les revenus de la communauté.
communication. Et donc, dans un État qui se respecte, qui veut projeter l'avenir des médias, il faut bien entendu qu'il y ait un code de la publicité, qu'on sache exactement du 1er janvier au 31 décembre d'une année, quelle est la manne publicitaire, quelle est la masse de ressources en communication que génère le produit intérieur brut d'un pays, et que c'est ça qui doit alimenter donc la presse sur la base des capacités, sur la base de l'audience, sur la base de ce qu'on appelle la médiamétrie de chaque organe. C'est ce système-là qu'il faut bâtir. Et donc, tout ça suppose d'élaborer une stratégie nationale de développement de l'écosystème des médias au Bénin. Justement, parlant de ça, la CAD a déjà commencé par faire des consultations pour mettre sur pied un bureau de vérification de la publicité. Exactement. Vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler, mais ça suppose que le projet de code de la publicité qui est en cours depuis plusieurs années, qui a été repris en charge il y a 4 ou 5 ans par le ministre Orola, mais qui a été encore abandonné, on doit sortir ce projet donc des casiers pour le remettre au bout du jour. Et voilà, c'est ça qui va fonder le modèle économique de la presse. Malheureusement, pour le moment, actuellement, personne n'en parle plus, mais pour moi, c'est un impératif catégorique en même temps que la loi sur le statut des journalistes. Oui, mais quand vous parlez de publicité, vous connaissez le marché béninois, il est totalement exigu. J'ai le sentiment que ce marché n'existe pas. Et lorsqu'on sait tous les investissements qu'on peut faire dans les médias, notamment la télévision, vous pensez vraiment que le code de la publicité ou la régulation du marché de la publicité peut régler les problèmes de subsistance des organes de presse? Je pense qu'à l'échelle du Bénin, ce qui existe est susceptible de pouvoir tenir un écosystème médiatique. Alors, tous les médias nous sommes aujourd'hui un pays qui a un PIB, je crois, ou un budget annuel autour de 2000 milliards. Je crois que le budget autour de 2 milliards, en principe, le produit de la communication dans un pays qui a un PIB de 2000 milliards doit être autour de 20 milliards. Certains estiment que c'est moins, mais si vous prenez par exemple la Sobebra, et que la Sobebra, les opérateurs de téléphone GSM, Sobebra, les 2 opérateurs GSM plus le 3e qui est arrivé maintenant, vous avez facilement 5 milliards, 6 milliards. Oui, mais c'est la maison. Oui, mais cette manne publicitaire doit circuler dans le monde de la publicité. C'est là où ça va. Oui, mais après, il y a des organisations internationales, il y a d'autres sociétés, il y a l'État, il y a la communication gouvernementale qui ne doit pas passer qui ne passe d'ailleurs pas que par les médias de service public. L'État communique aussi dans les médias privés. Il y a, donc j'ai parlé des organisations internationales, des sociétés privées. Franchement, je pense qu'on peut difficilement estimer que la manne publicitaire, les revenus de la communication au Bénin aujourd'hui n'atteignent pas entre 10 à 20 milliards. Franchement. Et ça suffit pour tenir... bien entendu. Que les entreprises sont viables je disais que nous dans un écosystème pareil, 10 milliards, 20 milliards pour l'ensemble des médias existants. Pas pour 100 médias. Pour 3 télévisions, 3 journaux dignes de ce nom, une dizaine d'entreprises de presse solides pour 20 milliards. Franchement, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Une dizaine, donc tous médias confondus, presse écrite, radio, solide, digne de ce nom, 20 milliards l'année, plus les avantages fiscaux que l'État accorderait pour les organes privés, pour le moment, les subventions. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'environnement, nous sommes dans l'informel. Nous sommes dans l'informel. Donc, l'ambition réformatrice, elle doit passer par là. Et à partir du moment où le chef de l'État en a parlé lui-même à travers les vœux, je me suis dit, enfin c'est possible. Enfin, les gens vont croire, vont estimer, vont accorder, pour ceux qui ne le faisaient pas, de l'importance à cette vulgarisation, à cette démarche de communication que je faisais depuis 3 ans pour dire, il faut une réforme de l'écosystème des médias au Bénin. Parce que cette déclinaison négative que le métier a connue au cours de ces dernières années, ça ne peut pas continuer si nous avons réellement de l'ambition pour le pays. C'est pourquoi j'ai dit que l'ADN réformateur du régime de la rupture doit passer aussi par le secteur des médias. Sinon, il n'y aura pas un plein épanouissement de ce qui aura été fait dans ce domaine-là. Et donc, j'y crois. Je crois que c'est absolument possible. Il faut mettre en place cette stratégie nationale de réforme de l'écosystème des médias. Ça passe par les 3 piliers, ça passe par la loi sur le statut de la presse, ça passe par le code de la publicité et ça passe aussi par donc une nécessité d'avoir une sélection rigoureuse pour l'exercice de ce métier. Mais ce qui est curieux,
Monsieur Vianney Hassani, c'est que vous ne parlez pas de la réforme du code du numérique. C'est aussi important d'y aller, parce que ça pose un peu de problème aujourd'hui. On n'arrive pas vraiment à faire la différence entre le code de l'information, le code du numérique, applicable à quel type d'individu, pour quelle peine. Vous devez normalement faire le plaidoyer de la correction du code du numérique. Oui, la correction du code du numérique qui a été considéré, qui est considéré par beaucoup comme un peu... C'est à tort? Oui. C'est à tort? En tout cas, quand quelqu'un exerce son métier dans des conditions normales, qui ne part pas d'une mauvaise foi et qui dit des choses qui peuvent être prouvées en tant que journaliste, je pense que la personne n'a pas de risque, n'encourt pas de risque. Normalement, il y a ce qu'on appelle les peines privatives de liberté. C'est un enjeu. Je pense que dans les pays, la plupart des pays démocratiques, il n'y a plus aujourd'hui de peines privatives de liberté. Il peut y avoir des sanctions pénales, il peut y avoir des sanctions en termes de diffamation. Mais un journaliste qui est bien formé, qui exerce son métier dans des bonnes conditions, franchement, encourt très peu de risques, même de diffamer, parce que la règle, c'est d'avoir des éléments de preuve lorsqu'on écrit. Donc le code du numérique, dans l'esprit, en tout cas, c'est pour éviter ce qu'on appelle le harcèlement numérique, ou la manipulation, où des gens peuvent, parce qu'ils ont des éléments plus ou moins faux, plus ou moins vrais contre vous, vont les mettre sur les réseaux sociaux en jetant à pâture votre crédibilité. Bien sûr que tout ça doit être revu dans l'esprit, dans la démarche et dans la procédure judiciaire. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment l'enjeu de l'avenir de la profession, l'enjeu de l'exercice. L'enjeu, c'est la formalisation de l'écosystème, la sélection, l'exercice dans un contexte d'épanouissement, et puis de pouvoir être utile à l'avenir du pays, en étant des ambassadeurs du pays et en étant ceux qui racontent le récit national dans une dynamique de développement. Puisque, bien sûr, j'ai dit nous sommes un pays pauvre, mais l'objectif c'est de parvenir à se développer. Les défis des pays africains ne sont pas des défis, je dirais, de républicains, c'est aussi des défis sous-régionaux, des défis panafricains. Ça, c'est d'autres aspects de la dynamique ambitieuse que l'Afrique doit avoir, et que chaque pays, que chaque citoyen béninois ou africain doit avoir. Mais à partir du moment où, pour l'instant, il faut construire au niveau national, il faut optimiser la démarche au niveau national en faisant les transformations qu'il faut. Donc, pour un métier qui est le plus passionnant du monde, un métier l'un des plus beaux, où vous pouvez le matin être en costume cravate comme nous le sommes, vous et moi, et l'après-midi être, je dirais, relax, en débardeur, et aller sur un champ pour visiter un agriculteur, alors que le matin, nous allons à l'Élysée ou au palais de la Marina pour une interview avec le président de la République, et l'après-midi, être avec un agriculteur dans une tenue en jean. C'est très passionnant et très épuisant aussi. Alors, mais vous parlez de journalistes excellents, vous parlez de journalistes indépendants, vous parlez de journalistes épanouis. Qu'est-ce qu'il faut pour remplir ces conditions? Un journaliste, c'est peut-être une fiction. Trop bien, ici peut gagner combien à peu près pour répondre à tous ces critères-là? C'est une question très précise, très pratique, et j'aime bien y répondre, parce que j'y ai réfléchi depuis un certain moment dans l'élaboration de la vision que j'ai, parce que ce qui manque dans cette dynamique, c'est dans cette démarche, dans cette ambition, globalement, c'est une vision. Moi, j'estime qu'en principe, comme cela est le cas dans les pays de référence, pour nous dans d'autres domaines, et ça doit l'être aussi dans le domaine du journalisme, un journaliste moyen doit pouvoir vivre aussi bien qu'un employé de banque moyen. C'est-à-dire que moi, j'estime que à l'échelle du revenu du Bénin, à l'échelle du coût de la vie au Bénin, autour de 300 000 francs CFA. Autour de 300 000 francs CFA, 400 000 francs pour un journaliste, peut-être débutant 200 000 francs, mais un journaliste 10 ans d'expérience, s'il ne gagne pas officiellement 400 000 francs,
comme un technicien supérieur aussi, parce que le plaidoyer que je fais, c'est pour les journalistes, mais c'est aussi pour les techniciens. Oui. Vous voyez, c'est pas la peine. Mais avec ce montant, on n'a rien fait d'un Cotonou. Oui, bien sûr, parce que oui, nous facilement on dépense 1 million de francs par mois à Cotonou. Et puis je ne sais pas s'il y a des organes de presse qui peuvent se permettre de payer ça, ce que vous dites là. Non, mais justement, il y a très peu de. Moi, je ne sais pas si depuis que la presse privée existe au Bénin, il y a déjà un média, ou même la presse officielle, qui a payé officiellement un journaliste 300 ou 400 000 francs. Net. Je ne pense pas. Et déclaré en plus. Je ne pense pas. Mais pour moi, par rapport au coût de la vie, c'est la moyenne qu'il faudrait. Il y a une convention collective qui existe où je crois le taux supérieur est autour de 120 000 francs. Si vous me posez la question pour 300, 400 000 francs, qu'est-ce que vous direz alors par rapport à cette convention où le taux du rédacteur en chef, vous direz, serait de 120 000 francs. Donc ça, c'est un autre aspect. Alors que les diplômes, normalement, ne peuvent pas être un repère. Vous avez des journalistes qui ne sont pas diplômés, mais qui sont excellents. Non, mais bien sûr, pour moi, ce n'est pas la question des écoles. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le moyen royal, la voie royale pour entrer dans le métier, c'est les écoles journalistes, puisqu'il en existe, et même ailleurs. Au départ, ce n'était pas les écoles qui formaient, mais c'est un métier qui a une science, il y a une grammaire du journalisme qu'il faut connaître. Il faut avoir un background. Pour moi, on ne peut pas rentrer dans ce métier lorsqu'on n'a pas au minimum un bac plus 3. Franchement, ce n'est pas crédible. En France, la procédure, même s'il est vrai qu'il y a des écoles où on permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, des gens de la classe moyenne qui n'ont pas forcément les moyens d'aller faire Sciences Po, c'est donc 3 ans d'études ou d'avoir une maîtrise avant de passer le concours. Donc, ils rentrent dans les instituts universitaires de technologie juste après le bac, donc des jeunes. Il y a aussi cette procédure, mais la voie, si vous voulez, classique, c'est bac, Sciences Po, et école de journalisme. Sciences Po, c'est 3 ans. Et donc, ceux qui font Sciences Po dans les instituts d'études politiques, donc il y a 2 sorties, c'est-à-dire que certains vont dans les écoles des journalistes et les autres vont à l'ENA. Ils deviennent les Macron, les François Hollande. C'est pour ça qu'ils peuvent les interviewer et leur poser des questions. C'est d'égal à égal intellectuellement. Absolument. Parce qu'ils ont les mêmes parcours, ils sont pas plus. Et certains après font des thèses, etc. Donc c'est d'abord une science, c'est d'abord de la culture générale, c'est d'abord une connaissance, c'est d'abord travailler vraiment ses capacités intellectuelles et avoir vraiment. Donc c'est des normes qu'il faut connaître. Ça passe aujourd'hui de façon plus limpide par une école. C'est comme pour conduire, on n'a pas forcément besoin d'aller dans une auto-école pour savoir conduire, mais quand on passe par une auto-école, on a le permis, on a la méthodologie de façon plus rapide et plus classique. C'est la même chose, mais vous ne pouvez pas prendre un volant. Même si vous ne passez pas par une auto-école, vous ne pouvez pas prendre le volant si vous ne savez pas conduire. Voilà, c'est un peu le même esprit. Donc, le critère, ce n'est pas forcément l'école du journalisme. Le critère, c'est d'avoir un background intellectuel, au moins un bac plus 3, et de connaître ensuite la science du journalisme. Alors, vous dites qu'il faut payer 300, 400 000 au moins à un journaliste pour lui permettre son épanouissement, mais la profession, elle est aussi libérale. Un journaliste formé n'a pas besoin de se faire employer, forcément. Il peut s'auto-employer, faire de la production médiatique. La production médiatique est aujourd'hui l'avenir des médias. Bien sûr, il peut créer une entreprise de production audiovisuelle et participer à l'environnement, à l'écosystème, en vendant ses productions à des médias, aux diffuseurs. C'est un modèle qui existe, mais ça suppose que les diffuseurs soient des diffuseurs solides qui peuvent rémunérer des entreprises donc qui font de la production audiovisuelle, et les producteurs aussi. Il ne va pas y en avoir 150 000 dans un petit pays. Donc c'est un écosystème qui doit être mis en place, qui doit s'organiser, s'orchestrer sur la base d'un modèle économique solide et cohérent, où n'importe qui ne se lève pas avec un ordinateur et un sac qui est le bureau ambulant, créer une entreprise pour voilà, estimer que il est déjà un patron de presse. Et parfois sans formation, sans background, sans solidité et avec de la manipulation aussi finalement comme arme journalistique. C'est ça aussi qui entraîne donc un peu un système d'anticipation, donc des erreurs, un système que certains peuvent considérer comme répressif à travers un code numérique qui met une épée de Damoclès, justement parce que la liberté des uns
commence ou Là où s'arrête là. Voilà. Alors, finalement, tout est à refaire. Tout est à bâtir, tout est à bâtir, tout est à faire. C'est comme dans tous les domaines. C'est pour ça que finalement, moi, je ne fais le procès. C'est après autant d'années de pratique, avec les différentes étapes dont vous avez parlé, tout est à bâtir, c'est que c'est guerrier. Moi, j'ai un petit espoir aujourd'hui, c'est déjà le fait que le chef de l'État lui-même ait évoqué cette réforme. Nous qui avons un certain nombre d'idées, oui. Vous avez été allons sollicité. Oui, l'ARAC m'a envoyé un questionnaire. L'ARAC m'a envoyé un questionnaire. J'ai parlé avec un des conseillers de l'ARAC qui m'a demandé d'envoyer des propositions. Oui. J'ai reçu un questionnaire. J'étais en déplacement. C'est pour ça que je n'ai pas répondu en temps, mais c'est dans mon agenda en ce moment, donc de répondre à ce questionnaire et d'envoyer des propositions. Et donc, il y a cet espoir-là. Il y a le fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 journalistes au Parlement. Et voire même une troisième parce que nous avons Malik Gominan et Charles Tokor qui ont eu un parcours exemplaire dans le métier, qui sont au Parlement. Ouais. Et moi, je compte m'appuyer sur eux. Nous avons aussi l'ancienne vice-présidente de la HAC, Madame Aoumenou, qui est au Parlement. Je pense que c'est des gens qui sont habités par l'avenir de la profession, qui sont habités par les enjeux et qui vont accompagner une démarche au plan législatif. Ils sont aujourd'hui des acteurs politiques. Bien sûr, et mais donc, ce que je prêche aussi, c'est que le pouvoir politique ne doit pas avoir une frilosité par rapport à l'avenir et aux réformes dans le secteur des médias. Le pouvoir politique ne doit pas avoir une frilosité parce qu'il y a un gain politique à faire ces réformes. Le gain politique, c'est un gain de prospective parce que l'histoire marquera que c'est à tel moment tel régime politique qui a donné à la presse ses lettres de noblesse pour permettre de raccrocher l'avenir de ce métier à son passé noble avec des personnalités que je vous ai évoquées au départ. L'histoire retient il y a un gain politique d'ailleurs aussi contemporain dans la mesure où je ne vois pas dans 2-3 ans une presse réformée, épanouie, se mettre à taper sur un régime qui aura contribué, se mettre à taper injustement ou de mauvaise foi, comme ça peut être le cas aujourd'hui à travers une liberté débridée, se mettre à taper sur un régime donc qui aurait contribué à son épanouissement. Ce serait... Mais peuvent-ils à 3 sur 109 députés à peu près? Oui, bah après il y a d'autres députés qui sont sensibles aussi. Vous pensez, vous y croyez vraiment? Oui, il y a d'autres députés. Après c'est une cause nationale. C'est une cause nationale, ce n'est pas une cause que journalistique. La cause de l'avenir du pays, puisque je vous ai dit que l'état de la presse est le reflet de l'état d'esprit d'une nation, est le reflet de l'état de développement d'une nation. Ce n'est pas forcément une fierté pour nous que nos chefs d'État, pour pouvoir s'exprimer, aient recourir à LCI, à France 24 ou à RFI. Je dis donc, c'est une cause nationale. Nous avons des gens qui ont du talent dans le pays. Il ne faut pas que ces gens, ceux d'aujourd'hui, comme ceux de demain qui sont venus dans le métier, parce que ils nous ont vus, ils vous ont vus. Donc là, Mabalo, ils rêvent, ils sont allés, ils ont fait saigner leurs parents pour payer des écoles de journalisme. Il ne faut pas que demain, ils regrettent d'avoir embrassé ce métier. C'est pour cela que nous devons nous battre. C'est pour cela que la classe politique, c'est-à-dire le pouvoir politique d'aujourd'hui, doit savoir que le pays, l'avenir du pays leur sera reconnaissant et ces jeunes leur seront reconnaissants s'ils les mettent dans un environnement où faire le métier de journalisme est quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'exaltant et qui accompagne l'état d'esprit d'un pays, qui accompagne l'état de développement d'un pays. Nous resterons, quelles que soient les réformes qui seront faites, quelles que soient les constructions, quels que soient les immeubles, les routes, nous resterons un pays pauvre en état d'esprit et en mentalité si notre journalisme demeure un journalisme de sous-développé. D'accord. Le dernier pan, si vous le voulez bien de l'évolution significative des médias chez nous au Bénin, c'est l'avènement de la télévision numérique terrestre, la TNT. Vous avez suivi un peu cette réforme, cette évolution technologique. Est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose dans l'environnement, dans l'écosystème médiatique de notre Béninois, de notre pays? Oui et non, parce que c'est une démarche, c'est une dynamique internationale qui est en cours depuis plusieurs années d'ailleurs. Nous avons pris du retard, sans doute à cause du contexte national, l'environnement national, politique.
parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est prioritaire dans le pays et malheureusement, l'avenir des médias, mais finalement, ça a été lancé, la TNT. Ça a été lancé, c'est une très bonne chose, mais si nous restons dans l'environnement informel tel qu'il est aujourd'hui, ça ne changera rien. Mais au moins, il y a au moins l'évolution de la société bénédiffusion, la centralisation des pubs, la médiamétrie dont vous parlez sera réelle, et donc la TNT c'est avantageuse, ça va amener forcément l'amélioration des productions des différents médias. Bien sûr, c'est ça l'intérêt de la perspective, c'est pour ça que je dis oui, il y a de très bonnes choses qui sont projetées, qui sont en vue, qui sont possibles avec la TNT, l'accès je dirais un peu plus large, donc à la population qui n'a pas forcément les moyens de prendre des décodeurs, donc un abonnement payant. Ouais. C'est la télévision numérique, c'est une télévision plurielle et libre, disponible pour la totalité de la population. Donc, ça suppose que les producteurs, c'est-à-dire que les diffuseurs, les producteurs améliorent leur contenu pour les rendre accessibles, en tout cas pour les rendre crédibles et intéressants pour les téléspectateurs. Ça suppose que plus les productions sont intéressantes pour les téléspectateurs, plus il y aura d'audience et plus ces chaînes auront des revenus publicitaires. Donc, il y aura donc une compétitivité, une compétition dans l'amélioration de la qualité des programmes. C'est une bonne démarche. Tout ça va permettre de contribuer à l'amélioration de l'environnement. Mais encore une fois, là où je mettais une petite nuance par rapport à cette perspective nécessaire et intéressante, c'est que si l'écosystème, si les lois, si le statut des journalistes, si le code de la publicité n'est pas élaboré, si cet environnement de réforme n'est pas réalisé, ça ne servira à rien. On restera au point de départ. Les chaînes seront disponibles, mais les gens ne les regarderont pas, dans la mesure où ces chaînes n'auront pas les moyens de faire de très bonnes productions, et dans la mesure où les gens n'auront pas intérêt justement à regarder des productions qui ne sont pas intéressantes. Donc, encore une fois, je dis que c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, avec l'arrivée du pouvoir en place, on a connu ce qu'on appelle la normocommunication. Ouais. On a connu ensuite le ministère de la Communication qui a disparu. Pour moi, tout ça, y compris la normocommunication, pour moi, la normocommunication était comme un début de réforme de l'écosystème des médias. Ouais. Donc, j'estime que la normocommunication, même si elle n'avait pas été voulue comme telle et qu'elle a été considérée comme une brimade pour l'environnement des médias par un régime qui s'est fondé sur la démocratie et la pluralité des médias pour accéder au pouvoir, elle a tout de même été, mutatis mutandis, une espèce de début de réforme de l'écosystème des médias. Et ensuite, le ministère de la Communication qui a disparu, crée une volonté un peu de mettre l'environnement aux normes de ce qui se fait dans d'autres États développés où il n'y a pas forcément le ministère de la Communication. Mais les médias s'auto-gèrent dans un environnement qui est régulé par une profession qui est normée, qui est formalisée avec des lois, avec des piliers dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure et qui évolue. Et tout ça, pour moi, c'était une seconde étape aussi dans cette volonté d'aboutir à une perspective de réforme. Et ensuite, le projet de société, Talon Talata, qui avait des éléments de langage, des termes de référence précis, pointus et ambitieux pour l'avenir des médias. Et enfin, les mots du chef de l'État. Donc, au total, j'estime que il y a une volonté politique qui n'était pas évidente, mais qu'on pouvait lire entre les lignes en expertise et en vision par rapport à ces enjeux-là, et qu'aujourd'hui nous devons saisir à travers l'expression ouverte et accompagner pour que cette ambition, qui est une cause nationale, je pense qu'il faut décider que la réforme de l'écosystème des médias au Bénin, en particulier en Afrique en général, en tout cas pour ce qui nous concerne ici dans notre cher pays, c'est une cause nationale qui doit aboutir à l'élaboration d'une stratégie nationale, parce que c'est ça qui va accompagner le récit des ambitions de notre pays et un Bénin prospère pour demain. Monsieur Vianney Hassani, vous avez eu votre temps de parole, certainement. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous suivre, les téléspectateurs et auditeurs également. Malheureusement, nous avons fait 52 minutes. Nous avons largement parlé de l'état des médias au Bénin, hier, aujourd'hui, et pour l'avenir. Je vous donne la possibilité maintenant de dire votre mot de la fin.
Mon mot de la fin, c'est aussi de revenir sur ce que j'ai dit au début et de vous encourager, de vous féliciter, de vous encourager pour ce que vous faites. Vous avez essayé de redonner un exercice que j'aime beaucoup, qui est l'interview, qui est la base du métier du journalisme, donc une certaine saveur. Et vous avez contribué aussi à enrichir la production audiovisuelle à travers cette touche-là que vous apportez dans un contexte qui n'est pas facile. Et donc, si j'ambitionne de voir un environnement moderne pour le monde de la presse dans notre pays, à l'instar de ce que nous avons pu voir ailleurs et qui nous inspire et qui inspire nos dirigeants au point où c'est parfois ailleurs qu'ils vont s'exprimer. C'est pour que c'est aussi pour nous, c'est pour que ça puisse vraiment éclore, aller plus loin et que le rêve que nous portons et qui nous a fait entrer dans ce métier, parfois sacrifier d'autres carrières possibles, plus faciles et plus épanouissantes socialement pour ce métier. Et même si nous sommes sacrifiés, il ne faut pas que ceux qui viennent après nous soient sacrifiés. En tout cas, pas les meilleurs d'entre eux. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que le journalisme demeure une profession refuge où ceux qui n'ont pas de possibilité, de talent pour réussir ailleurs viennent trouver la facilité de s'y accrocher. On réclame aujourd'hui la carte de presse parce que la RAC ne la délivre pas, alors que l'enjeu de la profession, ce n'est pas que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans un système qui sera réformé, la carte de presse, elle va se délivrer au jour le jour. En principe, je ne vois même pas pourquoi il faut attendre tous les 3 ans pour délivrer une carte de presse. Les gens entrent dans la profession à des moments donnés et sortent à des moments donnés. Donc la carte de presse, c'est une commission technique avec des gens dignes de ce nom, avec des qui l'élaborent, des dossiers rentrent tous les mois. La commission se réunit une fois par mois ou tous les 3 mois, et il y a des gens qui n'ont plus le droit parce qu'ils ont quitté la profession pour autre chose. On ne leur renouvelle pas. Ceux qui rentrent, qui viennent stagiaires, on leur délivre la profession. Donc vraiment, c'est possible. Mon dernier mot, ce serait donc un mot d'encouragement et un mot d'espoir pour que ceux qui nous a fait rêver pour entrer dans cette profession et qui nous a demandé aussi des sacrifices, et bien que cela puisse continuer à être la lumière qui inspire les jeunes qui viennent après nous et que demain, les sacrifices que nous avons faits, nous, soient porteurs pour eux d'espoir et pour le pays aussi. J'avoue que ce n'est pas facile de vous interrompre, Gianné Hassani. Vous êtes journaliste, éditorialiste au Déchaîné du Jeudi. Vous êtes consultant en formation des professionnels et développement des médias, diplômé de l'école de journalisme de Strasbourg. Vous avez fondé et vous dirigez l'agence de presse audiovisuelle Melting Pro de Paris. Vous êtes le président du think tank e-Média. Avec vous, nous avons parcouru l'état de la presse béninoise hier, aujourd'hui et demain. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les sujets. C'est sûr que nous reviendrons chaque fois que le besoin se fera sentir sur certains aspects de la profession de journaliste. Nous, notre ambition, c'est que ce métier ne soit plus le parcours d'un métier béninois et que vraiment nous puissions éclore, que le journaliste puisse être excellent, qu'il puisse être épanoui et surtout qu'il puisse être indépendant. Merci, Monsieur Hassani. Merci à vous. Et à tous. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche.